Merci. Donc oui, on vous propose de continuer dans le parcours de vie du patient avec cette fois un focus sur la scolarisation. Je vais laisser la parole au docteur Georgia Panaculi, qui est médecin conseiller technique au département du Vaucluse. Merci, bonjour. Donc je voulais vous donner quelques petits points concernant la scolarisation d'enfants porteurs de maladies rares. Donc j'ai choisi de faire ça par ordre chronologique, c'est-à-dire commencer par l'inscription, donc l'inscription qui a lieu en école maternelle. L'inscription de tous les enfants est sans réserve, hein, vous le savez, depuis la loi de 2005. C'est souvent la première séparation pour les parents, une séparation d'autant difficile que nous avons vu que le chemin était long jusqu'à un diagnostic, jusqu'à une prise en charge. Donc des parents qui sont déjà relativement en souffrance, qui sont inquiets, mais il faut savoir que leur inquiétude est souvent partagée par l'équipe qui va accueillir leur enfant à l'évocation d'un problème de santé. Et ce, d'autant plus que nous sommes dans le champ des maladies rares et que les renseignements que peuvent avoir les équipes sur les sites est quand même limité. Donc, la directrice d'école qui accueille les parents peut les diriger vers le médecin de l'éducation nationale. Sachez qu'il y a un médecin éducation nationale pour chaque école, même s'il n'est pas à poste, même s'il ne vient que très rarement. Chaque école a un médecin de référence. Celui-ci peut apporter un premier conseil technique aux enseignants concernant l'accueil. En fonction du retentissement de la pathologie sur la scolarité et en lien avec le spécialiste qui suit l'enfant, et cette notion de lien est très importante, peuvent éventuellement être proposées. Une équipe éducative. Alors je pense que tous les parents d'enfants qui ont des problèmes de santé connaissent l'équipe éducative. Elle réunit le directeur de l'école, les enseignants et les professionnels qui gravitent autour de l'enfant, que ce soit des professionnels de santé ou des éducateurs également. Donc va être fait un point sur la scolarité et les aménagements qui peuvent être nécessaires. Peuvent être mis en place aussi un projet d'accueil individualisé qu'on appelle un PAI s'il y a des prises médicamenteuses sur le temps scolaire ou des conduites à tenir particulières en cas d'urgence. On peut également réaliser une équipe de suivi de scolarité si on demande une compensation à la MDPH. Compensation à la MDPH qui sera soit une compensation matérielle, matériel informatique par exemple, ou une compensation humaine comme une auxiliaire de vie scolaire. Donc ça, c'était l'entrée à l'école maternelle. La poursuite de la scolarité. Donc chaque année, les dispositions qui ont été prises pour accueillir l'enfant sont reconduites lors d'une équipe éducative. La famille peut à tout moment demander à rencontrer le médecin de l'éducation nationale et demander à ce qu'une nouvelle réunion supplémentaire soit faite si des problèmes apparaissent, à laquelle seront conviés toujours les services de soins. Donc, peuvent être aménagés l'emploi du temps, la pédagogie et au collège, l'éducation physique et sportive. Quand apparaissent des besoins de compensation plus importants que ceux qui sont mis en place par le plan d'accompagnement personnalisé, par exemple un AVS, matériel pédagogique, une orientation spécialisée vers les unités locales d'inclusion scolaire ou vers les établissements médico-sociaux. Une équipe de suivi de scolarité sera faite avec l'enseignant référent, donc qui est un enseignant détaché qui travaille, qui fait l'interface entre l'école et la MDPH. Donc dans le but de saisir la MDPH et d'élaborer un PPS. La mise en place du SAPAD, qui est le service d'assistance pédagogique à domicile, au retour ou pendant une période d'hospitalisation, ce en lien avec les unités d'enseignement hospitalières. Dans la plupart des établissements hospitaliers existent des unités d'enseignement avec un enseignant souvent du premier degré,
Pour les élèves en collège, les enseignants du second degré sont rémunérés par le biais du SAPAD. Le SAPAD continue aussi au retour à domicile de l'enfant. Il faut aussi, lors de la scolarité, parler de l'orientation de l'enfant en fin de collège, soit vers une filière générale ou une filière professionnelle. Donc là, entre en jeu la notion d'aptitude. Il est très important, quand on parle d'orientation vers une filière professionnelle, d'envisager l'employabilité du futur adulte. Il ne sert à rien de donner des formations professionnelles et des diplômes à des adolescents qui ne pourront jamais exercer cette activité professionnelle. Sachez que des bonus peuvent être attribués également pour favoriser l'accès d'un élève vers un bac pro qui lui conviendra mieux qu'un autre. Donc pour conclure, au niveau de l'éducation nationale, donc on a vu que plus ou moins l'éducation nationale, même si c'est une structure qui est ancienne, c'est une structure qui tend à être de plus en plus souple. Donc il existe un service de santé académique avec une déclinaison départementale. À chaque établissement scolaire est rattaché un médecin. Celui-ci peut être saisi par l'école, la famille, mais aussi par tous les membres du réseau de soins. La bonne circulation des informations et la compréhension mutuelle des missions de chacun est indispensable pour l'accueil des enfants dans de bonnes conditions. Il faut prendre conscience des inquiétudes des personnels de l'éducation nationale qui n'ont aucune connaissance médicale. L'éducation nationale est capable d'adapter la scolarité des enfants en fonction de leur état de santé, en établissement avec un emploi du temps aménagé, des aides pédagogiques, à l'hôpital par les unités d'enseignement hospitalières et à domicile par le SAPAD. Parfois, la scolarisation est impossible et l'instruction se fait alors à domicile par le CNED, qui peut lui aussi aménager le parcours scolaire avec le CNED allégé, un CNED mi-temps établissement ou un étalement d'un niveau sur 2 ans. Merci. Je vais passer la parole à Laurence Ball, qui va présenter un cas pratique. C'est après le travail. On continue sur l'éducation nationale. Qui va me présenter un cas pratique, qui est médecin au centre Marfan et apparenté à la PHM, sur concrètement comment on aménage, quelles sont les difficultés qui s'offrent aux professionnels. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire part de l'expérience que j'ai avec le docteur Tiffany Buza, qui m'accompagne, qui est pédiatre généticien. Au cours de nos consultations pluridisciplinaires, nous on se charge de la consultation de génétique médicale pour donc le syndrome de Marfan et les formes apparentées à l'hôpital de la Timone, et on y rencontre des enfants, des adultes, en s'occupant de cette transition, cette fameuse transition enfant-adulte. Alors, le cas du syndrome de Marfan, c'est un cas particulier parce que c'est une maladie qui a une expression systémique, qui a une expression hétérogène au sein d'une même famille et entre patients, mais qui peut paraître presque invisible. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Laura, qui est une histoire qui exprime la diffusion des symptômes possibles, et on va voir finalement que malgré une histoire personnelle qui est très accidentée, elle est arrivée à faire son parcours scolaire et son parcours de vie d'une façon finalement avec un encadrement assez simple. Donc Laura, elle a actuellement 17 ans et demi, elle termine sa classe de seconde et sa maladie a été découverte à l'âge de 2 ans par la première complication qui était une complication visuelle, une ectopie des cristallins qui a nécessité précocement une exérèse des cristallins et une correction avec des verres adaptés. Son problème ophtalmo était associé à une myopie importante, ce qui a donc nécessité là aussi une correction qui, la plupart du temps, doit s'adapter régulièrement, 2 fois par an, à l'évolution de la vue de l'enfant. Et donc, au même moment, on a dépisté l'ensemble des atteintes qui peuvent toucher le syndrome de Marfan, dont celle qui est
garantit le pronostic et l'atteinte cardiovasculaire. Et elle présentait très jeune, avant l'âge de 5 ans, une dilatation de l'aorte ascendante. Elle a été accompagnée donc, par un programme de suivi cardiologique avec des évaluations régulières, 2 fois par an en général, et la mise en place d'un traitement bêta-bloquant, qui n'est pas un traitement qui va donc empêcher l'évolution de la maladie, mais qui a pour but d'essayer de freiner l'évolution de cet anévrisme. Malgré cela, à l'âge de 10 ans, la dilatation était trop importante et on a dû avoir recours, après une concertation pluridisciplinaire, à la décision d'une chirurgie de l'anévrisme de l'aorte. C'est une chirurgie où on a réparé l'aorte ascendante, donc le segment qui est juste à la sortie du cœur, sans réparer la valve. Elle a poursuivi son suivi cardiologique et puis au cours de sa croissance est apparue une scoliose importante, avec là une prise en charge par les pédiatres rhumatologues, les orthopédistes, la mise en place d'un corset. Elle a eu quelques absentéismes scolaires en raison de maux de tête, de céphalées qui étaient liés à l'orthostatisme. Et puis de façon tout à fait extérieure à sa pathologie, elle n'a pas eu de chance parce qu'à l'âge de 15 ans, sur un tableau de douleur abdominale, on pensait éventuellement à une complication vasculaire et on a fait le diagnostic d'un carcinome rénal papillaire pour lequel elle a eu une chirurgie curatrice, donc il y a à peu près 1 an et demi. Et puis son parcours de soins se poursuit. Elle reste intégrée dans son collège à 16 ans et demi, donc l'année dernière. Son problème cardiologique reprend le devant de la scène avec une anomalie qui apparaît en amont de sa première intervention, avec une incompétence de sa valve aortique à la sortie du cœur, qui est à l'origine de signes respiratoires à l'effort, d'une grande fatigabilité. Et elle est réopérée dans ce temps opératoire. Donc on va changer sa valve aortique, ce qui va imposer un autre traitement associé à ces bêta-bloquants. C'est un traitement qui fluidifie le sang parce qu'on lui a mis une prothèse mécanique. Voilà, donc elle va avoir une éducation thérapeutique à la prise de ce traitement qui est un petit peu lourd pour une collégienne. Et puis on arrive à l'été 2007, finalement elle termine son année de seconde. Elle a le moral, son objectif c'est de rentrer en fac d'histoire, mais voilà, il reste un dernier pas à passer, une dernière montagne. Sa scoliose a trop évolué, là vous avez la photo de son rachis et elle va devoir subir cet été, avant d'entrer en première, une chirurgie de sa scoliose. Alors si on résume les problématiques cliniques dans le syndrome de Marfan, quelles sont les différences? Cette atteinte systémique, elle entraîne des problèmes de vision qui sont parfois le départ du diagnostic dans l'enfance. Myopie, subluxation du cristallin. Ce sont des enfants qui grandissent vite, qui sont grands, maigres, qui ont une scoliose. La problématique va être la protection cardiovasculaire et essayer finalement d'être en amont d'une évolution qui va être inexorable, c'est-à-dire la pathologie de l'aorte et la dilatation de cette aorte qui justifie une réparation si cette dilatation est trop importante en raison du risque de rupture. Et puis au quotidien, il y a les coups de fatigue. Ils sont surtout décrits par les parents, mais ils finissent par être décrits par les enseignants. Et puis parfois, voilà, de façon beaucoup plus rare, en rapport avec l'ectasie durale, ils peuvent exprimer des céphalées qui ne sont pas toujours reconnues, mais sur le compte de migraines. La réponse des cliniciens, eh bien, elle est dans l'établissement d'emblée d'un protocole de soins qui est hors ALD 30 et qui va construire une équipe de spécialistes médicaux et paramédicaux tout au cours de la croissance de l'enfant, parallèlement à la mise en place d'un traitement médical par bêta-bloquant qui aura finalement peu d'effets secondaires et quelques restrictions, en particulier chez l'enfant asthmatique. Donc les spécialistes qui sont inscrits dans ce protocole de soins, il y a le cardiopédiatre, l'ophtalmo, l'orthopédiste, le généticien. Et puis parmi les professionnels paramédicaux les plus demandés, il y a le kinésithérapeute, le podologue, parce qu'il y a souvent des semelles, l'orthodontiste, l'orthophoniste et l'accompagnement psychologique. Et ce sont des équipes en parallèle, enfants puis adultes, qui assureront ensuite la transition avec l'évolution de l'enfant. Alors cette adaptation de la vie scolaire, qui la demande et sous quelle modalité?
la plupart du temps, ce sont les parents, parce qu'on en a parlé. Cet handicap, il est presque invisible, hein, en dehors d'un phénotype squelettique particulier et de port de lunettes. Et nous, en tous les cas, dans notre expérience, on y répond sous la forme de certificats médicaux essentiellement, puisqu'on n'a pas recours finalement aux CAMPS, au CMPP, aux allocations AEH dont on a parlé, pour les handicaps exprimés par nos enfants. Et le PAI est réservé en général aux demandes de tiers-temps pour les examens. C'est le cas de Laura, mais qui m'a avoué qu'elle n'en avait pas besoin. L'adaptation souhaitable en pratique au milieu scolaire, eh bien, c'est placer au premier rang de la classe un enfant qui est bien plus grand que les autres, penser à un bureau adapté, à un casier, parce que le poids d'un cartable lourd, quand on voit les collégiens et les lycéens, autant pour le problème squelettique que pour le problème cardiologique, c'est embêtant. Et puis, il va falloir aborder les contre-indications, les restrictions, essentiellement sur les activités sportives. Donc, à l'école primaire, on fait attention par rapport aux risques visuels. Hein. Quand on a cette ectopie du cristallin, les traumatismes peuvent décompenser la pathologie. Donc, on fait attention aux jeux de ballon et aux activités de contact, mais on est peu restrictif. Mais cette restriction, elle va être adaptée à l'atteinte cardiologique. Et donc, on va devoir aborder la contre-indication des sports pour les collégiens et les lycéens, en particulier les sports isométriques, tout ce qui est compétition. Il faut l'aborder à la fois dans les activités extrascolaires, mais dans les activités scolaires. Alors, quels sont les résultats et les difficultés rencontrées ? Si on prend dans l'environnement scolaire et qu'on prend l'exemple du sport, nous, on a trouvé qu'on avait réussi peut-être à aborder de façon moins exclusive, en essayant d'adapter plus l'environnement à l'enfant que l'exclure à travers l'activité sportive. C'est vrai que l'attitude était beaucoup, vu les sports proposés, de faire une exclusion globale des activités sportives dès le début du collège, puisque tout ce qui est sport d'équipe était contre-indiqué. Maintenant, on vous propose la boxe, l'escalade, enfin des sports qui ne sont pas adaptés aux problèmes cardiologiques de nos enfants. Et donc là, nous, étant donné que les activités, maintenant il y a un programme scolaire officiel pour les activités sportives, on essaye de réaliser un filtrage en demandant aux parents de nous communiquer à chaque rentrée les activités trimestrielles qui sont proposées et de définir celles qui sont réellement contre-indiquées et celles qui sont réalisables, toujours en s'adaptant à l'histoire clinique de notre enfant. Malheureusement, ce n'est pas toujours une réussite. Vous avez compris que cette demande, elle est à l'initiative essentiellement des parents. Ils veulent protéger leur enfant, mais trop de réserve peut conduire à l'isolement. Et on a eu des cas de mal vécu d'exclusion de voyages scolaires, de voyages linguistiques, parce qu'on avait finalement encadré l'environnement de l'enfant de plusieurs certificats qui avaient fini par décourager l'équipe qui accompagnait et qui abordait ces événements de la vie scolaire. Et puis, peut-être ce qui nous manque, en tous les cas, on l'aborde en consultation, mais on aurait besoin de relais, c'est les conseils sur place, en milieu scolaire, pour le projet scolaire personnalisé. Alors, le projet scolaire personnalisé, ce serait à la fois les aider dans le choix de leurs études secondaires, des orientations, dans le choix des matières bonus, parce que beaucoup d'adolescents sont dans une période un peu de déni de la maladie. Ils veulent ressembler un peu à tout le monde. Le sport, c'est une façon à la fois de se muscler pour eux, mais aussi de valoriser des facilités. Ils ont une grande taille, ils sont très forts en basket, ils sont très forts en hand, et pourtant on crée une frustration en les contre-indiquant. Là, un accompagnement pour ces choix de matières bonus pourrait être valorisant à la fois sur le plan psychologique, tout en respectant les restrictions médicales. Le dernier point, c'est une question des parents. Les parents sont quand même isolés dans cette démarche tout au long du parcours de soins de leur enfant et ils nous demandent régulièrement, voilà, est-ce qu'on peut solliciter, faire une demande de dossier MDPH. Alors, c'est vrai que nous, dans notre pratique à nous, faire une demande de dossier MDPH pour nos enfants qui ont un syndrome de Marfan, ça ne semble pas l'outil le plus propice. Ça, quand il y a une justification particulière d'AVS, oui, mais finalement on l'a eu dans des cas très particuliers. Un cas d'enfant donc présentant un syndrome de Marfan est né avec une prématurité qui était compliquée d'une surdité, donc un handicap pérenne.
Et puis on l'a eu dans 2 cas particuliers d'hyperactivité avec une contre-indication cardiologique au traitement médical, où là, du coup, il y a eu la prescription d'une AVS et un accompagnement réussi par une AVS. En revanche, pour ce qui est d'un handicap visuel, malgré chirurgie très précoce, nous avons eu régulièrement donc des refus. Une autre question qui est abordée par les familles, c'est est-ce que mon enfant peut bénéficier d'une carte d'invalidité ? Souvent avec l'argument, il a des complications orthopédiques importantes, il est fatigable, il est fatigué. Là, bien entendu, la plupart du temps, nous avons eu des refus. Alors, pour conclure, d'une façon un peu globale, la question était comment on va aborder cette transition médico-sociale de l'enfant à l'adulte pour notre pathologie, quand et comment. Donc, tout d'abord, dans l'enfance, dans cette difficulté de reconnaissance qu'ont les parents, parce qu'on imagine que le parcours de soins de Laura, il n'a pas été évident pour Laura, mais finalement, elle a passé les étapes, souvent en quelques mois, moins d'une année. Elle a poursuivi son cursus scolaire, moyennant une perte d'une année. Mais pour ses parents, il y a eu, je pense, un retentissement dans la vie familiale et professionnelle important. Mais le recours à un dossier MDPH, nous, n'a pas été utile parce que n'apporte pas les réponses à cette demande. Alors je pose la question, comment est-ce qu'on aurait pu les aider autrement ? Et puis, donc, cette question que j'ai déjà abordée, comment mieux anticiper finalement la vie d'adulte ? On l'anticipe, nous, d'un point de vue médical, par exemple, en parlant des projets de grossesse, en faisant du conseil génétique familial. Mais là, dans la vie réelle, dans le choix de son projet professionnel, et bien après avoir encadré la croissance de l'enfant, avoir limité les activités à risque, il va falloir lui offrir, enfin lui montrer quelles sont ses possibilités, mettre en avant ses qualités dans une activité professionnelle qui va pouvoir le révéler et qu'on ne va pas devoir stopper rapidement. Donc nous, on a le cas de, voilà, je veux devenir maçon, ou c'est une famille où ils sont conducteurs de camions, de poids lourds, et ils doivent régulièrement descendre des palettes. Mais bon, ça, c'était un vœu très cher de l'enfant, qui avait une dilatation de l'aorte déjà importante. Voilà, ce sont des événements de vie, des parcours de soins, je pense que l'on pourrait aborder de façon pluridisciplinaire, voilà, en améliorant l'avenir professionnel. Je vous remercie. Je reprends votre dernière question, justement. Comment soutenir cette orientation personnalisée pour les élèves qui ont une maladie rare ? Merci. Alors, cette jeune fille est une collégienne et lycéenne comme les autres, qui, en fin de collège, a préparé une orientation professionnelle avec les entretiens avec la conseillère d'orientation psychologue, en sachant qu'il y avait quand même des restrictions médicales. Je crois qu'elle fait partie de sa classe, de tous les élèves de sa classe, et elle a les mêmes choix d'orientation. Après, chaque élève a des restrictions médicales qui sont différentes. Donc le conseil est là, les parents peuvent rencontrer le médecin scolaire s'ils sont inquiets, et le médecin scolaire pointe pour tous les élèves qui ont des pathologies particulières, fait le tri et revoit les enfants en visite médicale. C'est ce qui est fait. Je pense qu'elle a vu le médecin scolaire de l'établissement. Vous êtes sur Marseille ? D'accord. Oui. Mais c'est pas si simple que ça, parce que l'enfant, il voit déjà ce qu'il veut faire. En plus, on est dans une période de sa vie où, encore une fois, il y a ce qu'il accepte de sa maladie, il a accepté le traitement, il a accepté le suivi. Maintenant qu'on lui désigne une orientation dans ses choix de vie, c'est pas si simple. Après, ce fameux rendez-vous, est-ce qu'il faut y venir avec un certificat médical ? Est-ce que le certificat médical, finalement, le meilleur, c'est ses parents ? Après, il y a l'enfant, ce qu'il a compris de sa maladie, mais c'est pas si simple, c'est pas un non-rendez-vous, et pour moi, je trouve que c'est pas si simple à aborder. Non, mais je pense que les médecins spécialistes que vous êtes doivent être en lien avec les médecins de l'éducation nationale, parce que l'information ne passera que par ce biais-là. Comment ? En disant,
En leur écrivant En leur écrivant, en leur téléphonant. Il y a des centres médico-scolaires avec des secrétaires médico-scolaires. C'est pas si simple quand on a beaucoup d'enfants. On peut pas appeler on peut pas se mettre en relation de façon pratique. Voilà, c'est une démarche. Après, les parents les parents accompagnent les enfants aux rendez-vous médicaux et peuvent. Alors, pour faire le relais. La plupart des enfants, on a beaucoup de dossiers de syndrome de Marfan qui arrivent à la MDPH. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'analyser pourquoi. La plupart du temps, les informations qui remontent, c'est dans le projet de vie. En fait, c'est sur les répercussions dans la famille. C'est-à-dire qu'à l'école, comme vous l'avez dit, il y a eu, en termes de répercussions, ils ont une vie a priori comme les autres enfants, si ce n'est la contre-indication au sport, mais sinon. Je ne sais pas quelles adaptations au niveau scolaire. Non, après les contre-indications, c'est au niveau de l'orientation professionnelle, si c'est des choix de métiers manuels, de métiers de force. Ça va être souvent dans le cadre du PPS, c'est-à-dire que chaque enfant, à partir du moment où il y a des répercussions psychologiques en termes de soins, des soins qui sont plus de 3 fois par semaine, des contraintes sur la famille importantes, parce que par rapport au parcours de vie, on voit bien que cet enfant, il n'a pas eu le même parcours qu'un enfant du même âge sans déficience. Ça paraît évident. À ce moment-là, il rentre dans le champ du handicap avec un taux de 50 à 79%. Alors, il n'y a peut-être pas forcément des compensations scolaires, mais en tout cas, il y aura une AEH qui est de 129 € par mois, qui peut permettre de compenser tous les frais que les familles ont à payer, qui ne sont pas pris en charge par la Sécu, qui ne sont pas pris en charge par les mutuelles, etc. Et souvent, il y a aussi une carte de priorité. C'est-à-dire que ce n'est pas une carte d'invalidité, parce que la carte d'invalidité, c'est le seuil de 80% qui doit être atteint. Mais la carte de priorité, c'est une station debout pénible. Si elle a une scoliose très sévère avec des opérations chirurgicales, elle va en avoir besoin. Voilà. Donc nous, après Michel, je pense que tu compléteras par rapport au parcours aussi adulte. Mais en tout cas, chez les enfants, c'est comme ça qu'on appréhende ces dossiers. Et à ce niveau-là, au niveau de la MDPH 06, au niveau de l'insertion professionnelle, c'est quelque chose qui est travaillé donc, avec l'éducation nationale, avec les médecins de l'éducation nationale et la MDPH. C'est-à-dire que le projet, comme tout un chacun, le projet de vie, effectivement, vous parliez de la possibilité de faire un métier, enfin de renoncer à un métier au titre du handicap, ce qui est très difficile chez un adolescent. Donc c'est quelque chose qui se travaille. Par contre, donc, ils ont 3 vœux, et c'est vrai que nous, on étudie les 3 vœux. On a en amont de la fameuse moulinette qui permet de l'orientation. Donc il y a un regard spécialisé de la MDPH en partenariat avec l'éducation nationale qui permet de bonifier certaines situations par rapport à leur futur parcours professionnel. Je pense que ça, c'est vraiment indispensable qu'il y ait ce lien du spécialiste, parce que c'est vous qui allez pouvoir nous donner, de par le certificat médical, nous dire le possible pour pas mettre pouvoir permettre aux jeunes d'aller dans un sens et qu'ils ne soient pas arrêtés après au moment de la médecine du travail. Donc là, ça c'est important. C'est pour ça qu'on a, depuis 4 ans, on fait cette équipe pluridisciplinaire conjointe éducation nationale MDPH pour éviter ce genre de parcours où on allait dans des filières, enfin on propulsait des jeunes dans des filières où ils se retrouvaient après dans l'impossibilité d'être embauchés par leurs contraintes après de la médecine du travail. Donc ça, je pense que c'est important. Et ça, je pense que ça se travaille aussi sur par rapport à la possibilité du jeune. Hein. Mais il y a une possibilité de bonus aussi sans forcément passer par la MDPH, hein, qui est donnée par l'éducation nationale sur courrier du médecin éducation nationale qui aura pris contact avec le médecin spécialiste, de façon à bonifier, à pousser un élève qui pourra accéder à une formation professionnelle qui lui convient. Alors, avant de passer la parole à la salle, donc on constate quelque chose qui va être commun aux différentes étapes de notre session, c'est-à-dire qu'on est dans un pays merveilleux, en France, où des choses existent, mais je crois que tout le monde ne sait pas qu'elles existent, et qu'il y a besoin d'un lien.
hein, vous l'avez prononcé à plusieurs reprises. Et ce qui est frappant, c'est que, bon, du côté de la médecine de l'éducation nationale, tout va bien. Du côté de la MDPH, tout va bien aussi. Mais que ce soit du côté des patients, de leur famille et même des médecins spécialistes, on constate que le lien ne se fait pas toujours parfaitement avec ces structures. Donc je crois que notre réflexion doit s'attacher à une meilleure coordination autour du patient et de savoir qui peut assumer cette coordination. Il me semble que c'est ce lien qui manque souvent. Et les filières maladies rares travaillent justement beaucoup à faire ce lien entre la communauté des maladies rares et l'éducation nationale. Il y a un groupe de travail à la CNSA justement entre les filières maladies rares et l'éducation nationale. Au niveau des filières, il y a plein d'outils qui sont créés. On a créé au niveau de la filière Famamulti un annuaire des médecins de l'éducation nationale, qui était une demande aussi des médecins de centre de référence pour pouvoir prendre le téléphone facilement et pouvoir peut-être résoudre des situations complexes. On a fait aussi des vidéos pour faire connaître les dispositifs de l'éducation nationale, les possibilités d'aménagement. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont faites. Effectivement, il faut qu'on travaille à faire ce lien, cette coordination. Je vais laisser la parole à la salle, s'il y a des questions. Alix de l'association Soliane, je voulais revenir sur le parcours de cette jeune femme, de cette jeune fille dont vous avez parlé. Je vois une multitude d'opérations, d'interventions, de parcours avec les médecins. Tout ça n'est pas anodin dans le quotidien de la famille qui est transformé et qui est autour de la maladie et de la fragilité reconnue enfin de l'enfant. Je pense qu'il y a un impact sur les finances de la famille. Il y a sans doute un parent qui va moins travailler ou pas du tout travailler. Et tout ça, c'est la partie aidant hein, qui est extrêmement importante. Donc après, je ne sais pas comment, bien sûr, vous avez répondu, Aurélie Richardson, au moins un minimum l'AEH de base pour financer tous ces multiples accompagnements chez le médecin, parce qu'il ne s'agit pas d'un taxi, il s'agit d'être là et d'expliquer, de reprendre, de récupérer de l'information des médecins, avoir cette carte de priorité. Et peut-être aussi travailler sur des allocations journalières de présence parentale. Enfin, voilà, les parents souvent ne sont pas au courant de comment on peut les aider quand financièrement ils ne peuvent pas travailler. Alors, évidemment, on vous dit que pour avoir une PCH, il faut avoir 2 actes essentiels de la vie qui ne sont pas possible. J'imagine que sur cette jeune fille, elle pouvait manger, elle pouvait se laver, elle pouvait aller aux toilettes. Donc c'est compliqué aussi. N'empêche que s'il n'y a pas un parent extrêmement là, c'est compliqué. Donc là, il y a une non-reconnaissance de cet accompagnement parental qui va au-delà du petit enfant. C'est ça que je voulais mettre en avant, même si, bien sûr, je sais qu'il n'y a pas de solution tout de suite là. Oui, bonjour, l'Alliance Maladies Rares, PACA. Justement, vous soulevez un point qui est très important parce que parfois, effectivement, pour pouvoir bénéficier des compléments AEH, et ça c'est très important aussi pour la famille, qui quand même font l'avance de beaucoup de frais et ont beaucoup de frais, quel que soit le handicap, on va dire, d'une manière générale, même dans la déficience intellectuelle, il y a beaucoup de frais. Du coup, l'AEH, souvent, enfin les compléments en tout cas, sont accordés lorsqu'il y a une diminution de l'activité professionnelle des parents. Et là, je dis, c'est très bien, c'est vrai, mais en même temps, il faut savoir que ce n'est pas tout à fait possible pour un certain nombre de parents, pour des raisons évidemment évidentes et financières, et puis aussi parce que quand on parle des aidants, le répit des aidants aussi, c'est l'activité professionnelle qui peut être une véritable thérapie aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc si on veut vraiment aider les aidants, c'est-à-dire les parents, eh bien il faudrait peut-être reconsidérer... Voilà. Et ce n'est pas la MDPH qui peut en décider, bien évidemment, mais c'est de revoir quand même la grille, parce que c'est des grilles qui sont imposées quand même, au-delà de l'information qu'on peut avoir sur la maladie, les informations qu'on peut avoir sur les incidences souvent préjudiciables à l'environnement familial de cette maladie, c'est aussi prendre en compte qu'un aidant, il peut être aidé si effectivement on l'autorise à poursuivre son activité professionnelle et en même temps pouvoir bénéficier quand même d'un complément AEH parce que les frais sont toujours présents. Voilà, là je crois qu'il y a une inadaptation et il n'y a pas une réelle prise en compte du répit des aidants, me semble-t-il.
Du coup, je n'avais pas détaillé dans la présentation parce qu'on rentre dans des éléments plus techniques, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne l'AEH et les compléments, il y a cette notion de restriction d'activité d'un des parents et donc de tierces personnes, mais il y a aussi la possibilité de prendre en charge les frais d'embauche. C'est le deuxième volet du complément d'AEH en fait. Donc s'il y a des justificatifs de frais, par exemple on va dire même un enfant qui devrait être scolarisé en petite section, qui n'a pas pu faire sa rentrée en petite section, qui doit être gardé encore en crèche, ces frais-là sont pris en charge par le complément d'AEH pour frais. Ce n'est pas le complément d'AEH pour tierces personnes, donc les parents peuvent continuer quand même à travailler. Voilà. C'est le deuxième volet du complément d'AEH. S'ils ne mangent pas à la cantine. Donc c'est vrai que c'est très très important de faire cette demande à la MDPH, qui est une demande globale, pour ce volet prestations financières. On ne rentre pas forcément sur des prestations de parcours scolaire ou médico-social, mais sur le volet financier.